L'heure de pointe, David Torchala. Bonsoir et bienvenue dans l'heure de pointe, le magazine de société sur Radio Présence, en partenariat avec le groupe La Dépêche du Midi, la République des Pyrénées, la Nouvelle République des Pyrénées, avec vous, Delphine Pereira. Oui, bonjour à tous. Ça va bien, Delphine ? Très bien. Fidèle à l'émission. Oh, tout à fait. Bon, à côté de vous, une autre fidèle. Oui. C'est vous, Anne Delois, ça va, Anne ? Toujours avec plaisir, ça va très bien, merci David. Bonjour à tout le monde. Oui, on va faire une chronique aujourd'hui. On va avoir avec Philippe Pouzet, qui est à côté de nous, un grand saut dans l'espace. Philippe Pouzet, vous êtes le président de l'Astro-Club de Lourdes. L'Astro-Club Lourdes. Astro-Club Lourdes. Ça, c'est le vrai nom. Tout à fait. Et vous aimez dire de vous que vous avez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est ma devise, effectivement, depuis pas mal de temps. Bonjour à tous. Et donc l'idée, en fait, de ce club d'astronomie que j'ai créé en 1988, c'est une idée toute simple. En fait, c'est de permettre à des jeunes de faire un peu de science et de la science un peu participative, qui soit pas de la science exceptionnelle où on va faire des trucs très très profonds, mais des choses qui nous permettent de répondre à leurs questions. Et donc à partir de là, depuis 88, le club a grandi tranquillement, pour avoir aujourd'hui, donc je vous parle du début et puis là où on est aujourd'hui, le premier planétarium numérique en France dans un établissement scolaire. Il est à Saint-Jean-Piramal et il est au sein de l'Astro-Club Lourdes. Et c'est unique en France dans un établissement scolaire. Ni public, ni privé, ont un planétarium. Un Astro-Club Lourdes au sein d'un établissement scolaire dans les Hautes-Pyrénées, dans la ville de Lourdes, donc l'établissement Saint-Joseph-Piramal. Ça, c'est quand même pas commun. Parce que des planétariums, vous en connaissez, vous, Delphine, des planétariums à Paris, il y a des grandes choses. Mais pas dans un établissement scolaire, Ouais. c'est vrai. Et d'où vous vient cette passion pour l'astronomie que vous transmettez depuis 36 ans maintenant? Alors je raconte toujours, mes parents m'ont offert un livre à un Noël, je devais avoir 9-10 ans. Le livre était superbe, mais vraiment superbe. J'ai rien compris. Mais les images étaient exceptionnelles, quoi. Des images du ciel profond, de l'univers, de l'astronomie. C'était trop tard, j'avais un pied dans l'astronomie. Il manquait plus qu'à mettre l'autre. L'autre, je l'ai mis assez rapidement. Petit à petit, donc, on acquiert des connaissances. Souvent, en fait, quand on crée un club, j'ai un télescope, tu as un télescope, vous en avez un. On se rencontre et à 3, on fait un club d'astronomie avec nos télescopes à nous. Moi, mes parents m'ont offert un petit télescope 115-900 que j'ai toujours au club. Ça devient une pièce de collection. De collection quand même, mais non, il faut être honnête. Ça devient une pièce de collection à côté des autres télescopes qu'on a. Et donc, l'idée, à un moment donné, j'ai fait la scolarité à Piramal, et puis je suis parti. Et à un moment donné, on m'a demandé j'ai travaillé pour les frères de Plohermel, à Saint-Sevé-dans-les-Landes. J'étais maître d'internat. Et puis après, le directeur de l'époque à Piramal m'a appelé, c'était Monsieur Rivieri à l'époque, Antoine, qui m'a proposé de revenir sur le bahut, et je lui ai dit d'accord, à condition de créer un club d'astronomie. Voilà, le deal, c'était un peu ça. Il était un peu perdu, mais moi aussi j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire. Je voyais à peu près, mais voilà, c'était le début. L'idée en fait, c'est de se dire au niveau du club, et c'est une particularité en France, c'est un club qui est dans un établissement scolaire. Il en existe occasionnellement dans des établissements, mais le nôtre, on travaille uniquement pour les jeunes, de la 6e à la terminale, plus les étudiants. Ils sont 120 à peu près. En gros, c'est entre 120 et 140. Alors, on n'est pas dans le système de l'option, dans le cadre de non, c'est vraiment extrascolaire. C'est une réalité voilà. à l'intérieur. Oui. Et c'est vraiment un club extrascolaire, comme le jeune va faire du sport, ou alors avant, on avait 3 clubs dans l'établissement. Il y avait le club théâtre, il y avait le club cinéma, et puis il y avait l'Astro-Club Lourdes. Voilà, là, il ne reste plus que l'Astro-Club Lourdes. Le but, c'est de dynamiser un peu cette culture un peu scientifique, de la rendre lisible, et d'être le plus vulgarisateur possible, quoi, en étant totalement, en essayant d'être ludique et pédagogique dans ce qu'on propose aux jeunes. Parce qu'après, ça sera peut-être, on va peut-être pouvoir en parler, les jeunes ont un boulot à faire après.
Ah oui, alors ça, vous Voilà. voulez nous en parler, mais c'est peut-être pas anodin malgré tout, de contempler le ciel depuis une ville qui s'appelle Lourdes, et d'autant plus depuis un lycée qui s'appelle Saint-Joseph-Péramal. Il y a quand même un peu un lien avec un autre ciel Il aussi. y a un petit lien, oui, effectivement, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et ben voilà, parfois même dans un lycée Péramal. Alors je suis pas payé en tant qu'astronome, je travaille bénévolement. Le club, c'est une association, il y a aucun salarié, on est tous bénévoles au niveau du club. Sinon, par contre, je travaille dans l'établissement, je suis l'adjoint en pastoral scolaire, donc je suis payé pour ça, pour faire la pastorale dans l'établissement. Et donc c'est pour ça que je connais les jeunes, 1834 jeunes, je les connais à peu près par leur prénom, j'essaie de les connaître tous, de les amener sur un parcours de vie. Alors quand tu vois le jeune de la 6e et que tu le quittes en terminale, voilà, on a passé 7 ans ensemble quand même. 7 ans où on s'est construit une histoire, je suis rentré un peu dans leur histoire, on a découvert des choses, on a dit des choses, on s'est parlé. Et le club d'astronomie, c'est un plus en fait. C'est l'idée à un moment donné, d'arriver à se positionner pour offrir aux jeunes une autre palette très particulière. Franchement, j'aurais rêvé d'avoir ce club-là dans mon lycée quand j'étais jeune. Mais franchement, je l'aurais plus que rêvé, ça. C'était... Bon, vous allez nous parler de ce lien avec les jeunes, mais Anne Deslois, une question. Mais oui, parce qu'on entend bien que cette passion pour l'astronomie, vous l'avez eue donc dès votre jeune enfance, quoi, hein, là, un cadeau de Noël. C'est ça. Mais moi, ma question, c'est de me dire, quand on a cette passion-là et qu'on veut la transmettre, il faut bien aussi se former. Alors, comment vous avez trouvé autour de vous, ou est-ce que vous avez été vous-même inscrit dans un autre club, dans les Hautes-Pyrénées ou ailleurs, avant même de pouvoir transmettre ces connaissances à des plus jeunes? Alors, je dis souvent que je suis autodidacte. Il faut lire beaucoup, énormément. Après, j'ai un diplôme universitaire d'astronomie astrophysique que j'ai passé à 30 ans, juste pour voir un tout petit peu où j'en étais. Puis c'est bien à un moment donné de faire un peu le point, c'est avec le CNED. Et après la particularité de l'astronomie, en fait, c'est la plus ancienne des sciences. Parce que l'homme a tout le temps regardé le ciel. Dans tous les peuples de l'Antiquité, ils se sont toujours tournés vers le ciel pour arriver à comprendre ce que c'est ces points lumineux qu'il y avait au-dessus. J'aime à raconter que, probablement, les premiers hommes, quand ils ont commencé à domestiquer le feu, qui se sont endormis sur l'herbe avec leur feu à côté et qui regardaient le ciel, ils se sont peut-être dit, mais je dis bien peut-être, j'en suis pas certain quand même, ça remonte à très très lointain, ils se sont peut-être dit que ces points lumineux qu'ils voyaient en haut dans le ciel, c'était peut-être des feux qu'avaient allumé d'autres hommes, ils étaient en train de se regarder. Pourquoi ? Parce qu'on regarde souvent avec les yeux, nos yeux à nous. Et l'astronomie, c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter de voir l'astronomie avec nos yeux à nous pour envisager n'importe quelle possibilité. Par exemple, dans les planètes extrasolaires, en dehors de notre système solaire, on va pouvoir imaginer des tas de possibilités. Mais si, en fait, on imagine les planètes extrasolaires qu'avec nos yeux à nous, d'humains et puis d'astronomes, on va chercher des planètes où ils sont... donc, quand on recherche la vie, par exemple, sur les planètes, où la planète est à proximité de ce soleil, de leur soleil, en fait, pas trop près pour que s'il y a de l'eau, l'eau ne disparaisse pas, et pas trop loin pour qu'elle ne soit pas glacée, mais à une bonne distance pour qu'il y ait de l'eau. Et chose exceptionnelle, la Terre est à 150 millions de kilomètres du soleil, et nous avons la chance d'avoir l'eau sous ces 3 formes, solide, liquide et gazeuse, et qui a permis un tout petit peu la vie, en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, quand on regarde l'univers, quand on essaie de comprendre un peu ce que c'est que l'astronomie, c'est d'arriver à pas simplement voir le ciel avec nos yeux à nous, d'humains, mais avec nos yeux astronomiques. Et quand je disais c'est la plus ancienne des sciences, parce que l'homme a toujours regardé le ciel, c'est la plus jeune des sciences aujourd'hui encore, parce que tous les jours on découvre quelque chose. Oh, mais c'est formidable d'entendre Philippe Pouzet, le président de l'Astro Club. Alors, évidemment, moi, quand je regarde le ciel, je sais trouver la grande ours. Bien, non, mais c'est très très bien. Je crame. Déjà, c'est très bien. Mais quand on me parle de la petite ours, là, ça devient tout de suite plus compliqué. Non, en fait, effectivement, est-ce qu'il y a toujours... Enfin, regarder les étoiles, c'est fascinant pour tous. Mais est-ce qu'il y a aussi une attente de la part des jeunes de découvrir ? Est-ce qu'il y a toujours cette envie de cette conquête de l'espace, notamment de la part des jeunes ? Il y a toujours des questions chez eux. Alors eux, en fait, très souvent, les jeunes, les plus petits, c'est plutôt de faire de l'astronautique. Ils veulent décoller, ils veulent partir en fusée. Voilà, il y a toute cette partie de l'astronautique qui est en lien avec l'astronomie. Parce que pour envoyer des satellites dans l'espace, il nous faut une fusée, il nous faut un véhicule.
Je me souviens de juillet 1969 et des premiers pas de l'homme sur la Lune. C'était un truc... c'était exceptionnel. La télé était en noir et blanc. On avait veillé chez mes grands-parents. C'était la seule télé qu'on avait. C'était exceptionnel. On n'imaginait pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, on revient sur la Lune, mais tout serait en couleur, ça serait en 3D, ça serait des choses exceptionnelles. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui, décollage des fusées. Vous avez des caméras sur les fusées. Sur les fusées qui montrent le départ depuis la Terre. C'est filmé depuis la Terre, on voit la fusée partir. Mais depuis la fusée, on voit la Terre diminuer de plus en plus. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un point de connaissance, mais aussi de science technique qui fait que... mais ça, le jeune, il adore, en fait. Et quand je montre des images de Apollo 11 qui s'est posé sur la Lune, en noir et blanc... voilà, c'était un peu flou, c'était pas... et les images qu'on peut avoir aujourd'hui de la Lune avec des satellites, avec des sondes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Peut-être que le voyage aussi de Thomas Pesquet récemment nous a fourni quand même aussi Exactement. des images et peut-être que Ça, c'est ça a clair. ravivé aussi complètement. l'intérêt de tous. Non Complètement. Les images qu'il montre. Et puis lui, la volonté qu'il avait, c'est de partager. En fait, en astronomie, mais je crois dans toutes les associations, il va avoir la volonté de partager. C'est-à-dire, quand tu aimes un hobby, ben, tu te le gardes pas pour toi. Tu as envie de le donner, de le partager. Tu as envie de faire partager ta passion. Une passion, ça ne se garde pas, ça se partage automatiquement. Et quand tu le partages avec des gens qui sont aussi passionnés, mais il y a des jeunes, je leur explique pendant 2 ans, 1 an, quelque chose, ils deviennent animateurs planétarium, ils montrent le truc, mais ils me bluffent. Ils sont même meilleurs que moi. Parce que vous formez des jeunes qui vont eux-mêmes après former d'autres jeunes puisqu'ils vont transmettre en tant qu'animateurs. C'est ça. On a 2 diplômes au club. Le premier diplôme, c'est animateur planétarium. Donc le planétarium numérique, donc en fait c'est un appareil de projection. L'écran n'est pas en face de vous, mais il est au-dessus de nous. Donc on a une coupole de 5 mètres de diamètre. Au centre de la salle, il y a toute la partie vidéoprojecteur, ordinateur, tout ça. Et c'est commandé par une tablette, un clavier de souris. Voilà, on a plusieurs instruments, nous, qui nous permettent de piloter le planétarium et d'envoyer sous cette coupole de l'image, du son, des vidéos. Les gens sont assis sur des fauteuils qui se renversent, puisqu'il faut regarder le ciel au-dessus de nous, et on peut mettre 40 places, en fait. Le but du club, c'est qu'à un moment donné, je voulais qu'ils soient acteurs, les jeunes. Et devenir acteur, la réponse a été très vite donnée, c'est avoir un diplôme. Donc les secondes, quand ils rentrent en astronomie, ils ont fait déjà 6e, 5e, 4e, 3e, donc ils ont acquis des connaissances, et à partir de la seconde, jusqu'à la fin seconde, ils vont passer le diplôme d'animateur planétarium. C'est-à-dire qu'ils vont bosser toute la partie technique de l'appareil qui s'appelle le planétaire, et donc voir tout ce on a des scripts, on a des animations, on a des films, et le but c'est qu'ils réalisent eux-mêmes une séance de planétarium qui va durer 10 minutes, et qu'ils la présentent en fin d'année. Donc on avait un jury de 2 astronomes, 2 profs et 2 auditeurs libres. Plus moi, ça faisait 7 personnes, et ils ont été évalués donc sur un jury, mais comme un vrai jury. En fait, le but, je le cache à moitié, c'est aussi de les préparer à l'oral. Ah ouais. L'oral de première et de terminale. Ouais, très bon exercice. Et qu'ils soient à l'aise avec le public. Et le pire en astronomie, c'est qu'il faut avoir le vocabulaire technique et scientifique. Et ça, c'est pire qu'un simple oral. Un oral en français, tu prends un texte, tu l'expliques, tu le comprends, voilà, tu y vas. Là, il y a une technique à avoir d'abord de l'appareil, et puis il y a un vocabulaire à avoir scientifique qui fait... Alors ça, c'est une démarche de an. Et ça se passe très très bien. Et je vous dis, ils sont bluffants. Vous les mettez en animation, toutes les séances de planétarium qu'on fait avec du public, j'aime bien dire qu'on le fait à 2, 3 ou 4 voix. Donc à un moment donné, il y en a un qui se lève du siège de l'animateur, il est remplacé par un autre. Ça se voit pas, ce sont les jeunes et c'est des pros. Anne Deloy. Alors moi j'avais une question justement, c'est les ressources. Alors il y a peut-être que les jeunes doivent payer une cotisation, une adhésion, et puis s'il y a des séances ouvertes au public, il y a certainement un droit d'entrée. Voilà. Mais quand même pour installer, comme vous dites, un planétarium là, dans un lycée, ça représente un budget incroyable. Oui, alors vous avez comment des subventions? On a ce qu'on appelle une ressource propre, qui sont les adhésions. Donc c'est 60 € l'adhésion sur l'année. D'accord. Ils sont entre 120 et 140, vous comptez, ça fait déjà un joli... On a une subvention de la ville,
Oui. Et puis après, on joue sur les subventions. Par exemple, on a fait un dossier pour avoir un télescope un peu important, 15 000 €, 355 mm, on est plus gros du département en qualité d'amateur. Et en fait, on a budgétisé ça et puis on l'a envoyé à l'Europe via le conseil régional. Et le conseil régional nous a aidés pour avoir cette subvention. Et l'Europe, en fait, nous a quasiment acheté le télescope. Sauf qu'il fallait l'avancer. Donc il faut avoir une trésorerie. Une trésorerie qui soit un tout petit peu importante. Mais quand vous avez après une facture qui revient de 15 000 €, on a quand même un parc de 13 télescopes. Après, attention, hein, c'est depuis 88. Ah oui. Donc si un peu tous les ans on investit, le but d'une association c'est de ne pas garder l'argent, mais de le réinvestir. On a ce qu'on appelle des plans de fonctionnement. Et un plan de fonctionnement, là c'est sur 10 ans, on est en train de changer nos 13 télescopes. On en a acheté 2 déjà l'an dernier, donc voilà. Donc sur 10 ans, on va changer les 13 télescopes, en acheter probablement de plus gros, de plus intéressants pour nos jeunes. Et j'expliquerai peut-être à un moment donné la différence qu'il peut y avoir avec... Non, expliquez maintenant, parce que justement, c'est cette question-là. Pourquoi finalement investir, puisque vous voyez déjà les étoiles? C'est pour aller voir plus loin. C'est plus loin, justement. Et c'est pour loin. élargir Voilà, en fait, tout à fait. la recherche. En fait, un télescope, c'est un collecteur à photons lumineux. Plus le miroir est gros, plus vous allez collecter de photons lumineux, donc d'images au niveau du ciel. Et le plus important, on n'est jamais passé, au niveau du club d'astronomie, en CCD, c'est-à-dire remplacer l'œil de l'observateur par une caméra CCD. Je n'y suis jamais arrivé avec les jeunes. Pour la simple et bonne raison que leur réponse est « Philippe, on voit assez sur les ordinateurs et la télé. On veut observer. » Ils veulent mettre l'œil à l'oculaire du télescope. Ah oui. Et ça, je trouve que c'est très très bon. Et ils sont très bons de ce côté-là. Cette envie de recherche, parce que franchement, vous l'avez jamais fait, mais il faut un jour mettre l'œil à l'oculaire d'un télescope juste pour observer la Lune. Non mais on va le faire. Juste ça. Non, ça Mais va être juste ça, c'est la c'est sortie basique. la sortie de fin d'année avec grand d'émission, plaisir, l'heure hein. de pointe, on va aller faire Et c'est ça. exceptionnel, hein. D'ailleurs, tous les étés, vous organisez Oui, quand même des, oui, oui. sur juillet-août, Voilà, des séances. Voilà. Je crois que c'est tous les vendredis. voilà, c'est ça, quelque ce qu'on chose appelle les comme ça. vendredis d'astronomie. Voilà. Et ça aussi, c'est plein. payant et ça Voilà, nous rapporte. voilà, et c'est ça, plein. ça nous rapporte de Donc, l'argent. oui. Après, le deuxième possibilité qui nous rapporte, on a un plan avec les établissements scolaires. Alors, pas trop du département, mais pas mal de Bordeaux, pas mal de Pau, qui viennent en fait. Bordeaux, c'est quand ils viennent en classe de neige, ils sont là pour une semaine. Et en fait, ils nous réservent un mercredi après-midi, ils viennent à 50 gamins. Donc on fait 2 ateliers, un atelier extérieur pour les distances du système solaire, et puis un atelier intérieur avec le planétarium. Et toutes les heures, on change pour avoir le même groupe. Et ça, c'est des animations, je crois qu'on est à 6 € par jeune. On est d'accord qu'il y a un planétarium et ensuite donc une terrasse Oui, là c'est où ça. sont installés en C'est fait ça. Après, les c'est très simple. télescopes. La genèse de ce projet-là, en fait, c'est quand M. Chassard-Guillard, qui était le directeur de l'époque, a décidé de construire un nouveau bâtiment pour De les l'établissement 6e. scolaire, De l'établissement ouais. scolaire Mhm. Pyramale-Saint-Joseph. Je suis allé le voir en lui disant, Bion, on va mettre un toit sur ce bâtiment. Est-ce qu'au lieu de mettre un toit, on ne mettrait pas une terrasse? Et comme ça, j'y pose les télescopes. Il m'a dit, c'est une bonne idée. Je suis parti, je suis revenu le revoir 15 jours après en lui disant, avec la terrasse, ça serait bien qu'on ait une petite salle pour mettre les télescopes, au moins pour les protéger. Et oui. Et là, sa réponse a été de me dire, oui, je sais, j'avais déjà travaillé sur le projet. Cool. Et puis, j'avais déjà travaillé sur le projet, ça m'a mis la puce à l'oreille. On est parti, on s'est mis à 3 jeunes et on a construit, en fait, on a fait un cahier des charges d'une centaine de pages qu'on est allé lui porter en lui disant, voilà, si tu veux devenir le premier établissement scolaire en France à posséder un planétarium numérique, voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut une salle de tel diamètre, de telle dimension. Il nous faut surtout une coupole de 5 mètres de diamètre. Ça veut dire que le club d'astronomie est hébergé dans un lieu qui appartient à l'établissement, à l'OGEC Pyramale Saint-Joseph, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur appartient à l'Astroclub Lourdes. Les sièges, le planétaire, on a mis donc 50, c'est un planétaire qui vaut 57 000 €. On a fait un appel d'offres. En fait, les prix c'était de 20 000 €. Je crois que c'était belge. 150 000 € c'était le français, le planétarium français, c'était un peu cher pour nous. Et donc, c'est les Espagnols qui ont récupéré le projet. 57 000 €. On a eu le vidéoprojecteur, l'ordinateur qui nous permet d'envoyer du son, de l'image. Et tout ça, il faut se l'approprier pour arriver à organiser des séances de planétarium, en fait. On se retrouve dans la deuxième partie de l'heure de pointe avec un homme
passionnant qui nous fait découvrir le ciel, ses étoiles, ses planètes, ses constellations. C'est Philippe Pouzet. Ça va toujours, Philippe ? Très très bien, avec vous très bien. Vous êtes le président de l'Astro Club Lourdes. On est toujours avec nos chroniqueuses préférées. Oui, ça va, Delphine Pereira ? Toujours. Bon, toujours. Anne Deslois ? Très bien. On est pendant la pause, on ne pouvait pas s'empêcher de continuer à poser des questions à Philippe Pouzet. Maintenant que le micro est en marche, Anne, posez-nous cette question. Mais oui, parce qu'on sent tellement la passion dans ce que nous raconte Philippe. Vraiment, c'est vraiment merveilleux de vous entendre. Et je me dis, mais les jeunes qui vous ont côtoyé depuis 1988, Oui. donc ça fait 36 ans. C'est ça. Je me dis, mais il y en a bien qui ont dû aussi avoir vraiment la vocation de devenir astronome. Et est-ce qu'il y en a justement qui ont fait le choix professionnellement, donc bien sûr d'être formés, d'étudier, etc., et de devenir astronome? Alors, on a des jeunes qui sont zappeurs, vous le savez. Le problème du zapping, c'est qu'à un moment donné, ils rentrent dans un truc, ils le font, et puis parfois, ils zappent, ils partent. Il y a des jeunes qui ont vraiment une vocation. Et alors, je veux pas dire que le club d'astronomie, c'est pas du tout élitiste. On est ouvert, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on reçoit des jeunes de tout le département. C'est pas uniquement de Saint-Jean-Piramal. On a des jeunes du public, du privé, de Tarbes, de Pierrefitte, on est ouvert à tous les jeunes qui sont de la 6e à la terminale et aux étudiants. On a en tout, si mes souvenirs sont bons, 2 jeunes qui ont fait à Paul Sabatier un département qui s'appelle spécial à Paul Sabatier, qui est d'astrophysique, astronomie astrophysique. Il y en a un qui a décroché à un moment donné, et un autre qui est allé travailler dans les centrales nucléaires. Parce qu'en fait, c'est lié. Oui. Tout ce qui est l'astronomie touche à tout ce qui est les étoiles, et les étoiles, c'est une grosse centrale nucléaire, en fait. C'est un nuage, une boule de gaz qui nous donne de la matière, mais c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Et qu'est-ce qu'il y a dans une centrale nucléaire? C'est de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, le fait de comprendre comment fonctionne notre étoile, le Soleil, ça nous permet de comprendre d'abord comment fonctionnent toutes les autres étoiles et de faire après des parallèles qui sont, par exemple, y compris aller travailler dans des centrales nucléaires. Et par contre, alors je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas trop vous l'expliquer, on a 4 jeunes qui sont partis dans l'optique. Voilà, qui ont travaillé, qui sont ophtalmos, c'est peut-être lié au fait d'observer dans un télescope, et donc ça a peut-être accroché. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment le but. Je pars pas du principe de dire il faut que je fasse vraiment des jeunes qui deviennent astronomes ou astrophysiciens. Pour la simple et bonne raison, pour avoir côtoyé ce milieu-là, c'est très très compliqué. Pourquoi ? De devenir astrophysicien aujourd'hui. Parce que les places sont très chères et il y a peu d'élus, en fait. Alors là, je travaille depuis 3 ans. Il y a ce qu'on appelle la PECAM qui est à Tarbes. La PECAM, c'est le département qui dépend de Paul Sabatier à Toulouse, qu'ils ont rapatrié à Tarbes depuis une vingtaine d'années à peu près, et qui travaille sur l'astrophysique, l'astronomie, à Lautréamont, et qui dépend directement de l'Observatoire du Pic du Midi. Et je reçois depuis 3 ans les jeunes en L1, et donc on fait des séances d'astronomie, donc je les reçois une fois par mois, tous les 2h30, un tout petit peu. Le but essentiel, c'est que je me suis rendu compte en fait que ces jeunes qui s'inscrivent, y compris dans cette licence, n'ont parfois jamais observé. Ah oui. Donc c'est de la théorie pour eux. On voit que vous avez vraiment dans le cœur de transmettre. Ou bien ils ont peut-être lu Tintin, Ah oui. On a marché sur Mais la Lune. de tout, c'est peut-être le bouquin que j'ai lu et que je voulais devenir astronome juste pour ça, effectivement. On a déjà reçu dans cette émission, évidemment, le Pic du Midi. Et quels sont les liens aujourd'hui, puisque le Pic du Midi est quand même un observatoire connu et reconnu dans le département des Hautes-Pyrénées. Vous avez des liens avec le Pic du Midi? Personnellement, j'en ai, oui, parce que je suis astronome solaire depuis 1990. Donc vous faites de la recherche depuis le Pic du Midi? Voilà, au Pic du Midi même. On a une coupole, notre coupole solaire, où on a 4 instruments qui nous permettent d'observer à la fois la couronne du Soleil, c'est-à-dire tous les événements qui se déroulent autour du Soleil, sur la couronne, et la surface du Soleil. Pour la surface, c'est 2 lunettes. Et pour la couronne, c'est 2 coronographes en fait. Et le but du jeu, c'est qu'on observe le Soleil toute la journée. On y monte sur une mission qui est du lundi au lundi. Moi, j'y monte personnellement 2 fois par an, en février et puis en juillet, avec une joie indescriptible parce que c'est un tout petit peu mes vacances. Et puis c'est tellement sublime là-haut. Juste une anecdote. Ah oui. La toute première fois où je suis monté au Pic du Midi, dans les années 1990, je suis sorti sur les terrasses en pleine nuit. En fait, j'ai pas reconnu la grande ours.
Tellement il y avait d'étoiles. Voilà, David. Eh oui. Ah, ouais, je suis pas le seul. Tellement- Si Philippe Posé, Il le m'a président fallu- de l'Astroclub de Séparcolette et Rondos, je me suis consolé. Il m'a fallu quelques temps pour arriver à voir ce ciel. Et alors, c'est une cathédrale de lumière, quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le site est merveilleux. On fait de l'astronomie de pointe. Rien que sur le Soleil, par exemple, on arrive à faire des images uniques au monde. Pendant des années a marché un télescope qui nous permettait de voir ce qu'on appelle la granulation solaire. Ce sont ces bulles qui éclatent à la surface du Soleil et qui montrent l'activité de l'hydrogène. Et on a fait les meilleures images solaires au monde avec ce télescope-là, pendant des années. Le pic du Midi est vraiment un observatoire exceptionnel. Donc chaque fois qu'on y monte, en fait, on travaille avec ce télescope qui est juste à côté de nous, quatre instruments sur la table équatoriale, et nous on a plusieurs écrans d'ordinateur et on clique sur la souris et toutes les minutes on prend 4 images en fait, 2 de la couronne du Soleil et 2 de la surface du Soleil. Et à la fin de la journée, on monte le film. L'ordinateur principal monte le film de l'animation de toutes les protubérances qu'il y a pu y avoir et de la surface du Soleil. Et en fait, le Soleil a un cycle de tous les 11 ans. Pendant 11 ans, il est très très actif et pendant 11 ans, il est plus calme. Et là, on est sur l'activité solaire la plus importante. Et donc, on voit beaucoup d'animations, on voit beaucoup de taches solaires et beaucoup de protubérances. Par exemple, on risque de voir là dans les jours à venir des aurores boréales encore en France. Et où ça? Nous, on veut les voir aussi. Peut-être, il y en a eu dernièrement à Vic, il y a 2 jours. À Vic en Bigorre. Oui, Vic en Bigorre. Il y a 2 jours, des Oui, il y a aurores 2 jours. boréales à Vic en Et il y en a Bigorre. probablement annoncé ce week-end. Mais la dépêche du Midi, vous n'étiez pas sur le coup? Tout à fait. Si, 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 vous étiez n'avez pas sur tourné le la coup. page. Ah, j'ai tourné la page du journal. Non, mais c'est vrai, c'est tellement improbable, tellement C'est passionnant improbable, de se dire qu'on arrive à imaginer que ça puisse être aussi Ouais, ouais. près de Alors nous. là, on ne s'imagine pas du tout. Ouais, c'est ce fameux cycle solaire qui fait qu'à un moment donné, il a envoyé une bouffée d'énergie d'hydrogène tellement importante. Donc on la surveille à un moment donné. Et en la surveillant, on se rend compte qu'elle rentre dans l'atmosphère de la Terre. La Terre est protégée par le champ magnétique. Et au lieu de rentrer en face sur l'équateur, cette masse rentre par les pôles. Et en principe, ça reste au pôle nord et pôle sud. Ça ne descend pas plus. En mai, on a eu droit à une explosion. Au niveau de la France, au niveau de l'Espagne, on n'avait jamais vu ça. Nous, on a un logiciel sur nos téléphones qui nous font des alertes, en fait. Alertes d'aurore. Et il n'avait pas marché depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis 10 ans. Et là, cette journée de mai 2024, ça n'a pas arrêté. Là, ça commence un peu à bouger. Delphine Pereira. Et bien justement, pour observer tout ça, vous allez aussi sur d'autres sites, Oui. puisqu'il y a d'autres sites d'observation que le Pic du Midi, Voilà, bien évidemment, voilà. tout autour de Lourdes. Alors, on a le Haut-Acam, et puis on a, nous, un site qu'on aime bien, c'est Averan. Oui. Ce qu'on appelle je pense que vous avez une antenne, les antennes d'Averan, là. La première antenne, on se met là, on parque là, et c'est très très bon. On a un Oui, ciel c'est de vrai tous côtés. un temps, la radio était par Ouais. là. Bah, c'est D'accord. le lieu d'émetteurs aussi des radios. Les C'est ça, c'est ça. antennes. Tout à fait. Donc Et ça, donc, c'est de beaux sites. vous sortez aussi Oui, de oui. l'établissement Ah, scolaire. oui. Ah, il faut faire attention, quand on a des jeunes, en fait, mineurs, et très peu de majeurs, on a très peu donc de moyens pour amener les jeunes de point A à un point B. C'est pour ça qu'en fait, qu'on a toujours observé à l'intérieur du bahut. Au début, c'était dans les cours, et depuis qu'on a une terrasse, c'est sur la terrasse d'observation. On a la chance aussi que la ville de Lourdes coupe l'éclairage lumineux. C'était la question. Ah, mais c'était la question d'Anne. Quelle Oui. était votre question? Parce que moi, j'habite à la campagne, alors c'est vrai que je m'extasie souvent du ciel lumineux, Ouais. du ciel étoilé qu'on peut avoir dans les Hautes-Pyrénées. Et je me suis souvent posé la question quand on est en pleine ville. Alors là, vous êtes installé oui, dans complet. la ville. Heureusement que depuis quelques années, justement, les villes font attention et coupent souvent C'est ça. l'éclairage. Parce que pendant des années, j'ai l'impression que les citadins n'ont pas pu admirer, même à l'œil nu, le ciel. Ah ouais. La Voie lactée, elle ne se voyait pas. Eh oui. Depuis qu'on l'éteint, on la voit. Et ça, c'est par rapport à, c'est un lien avec la réserve de ciel étoilé, Nicolas Bourgeois, avec qui on a bossé, qui fait qu'à un moment donné, il a permis que le Pic du Midi soit une première réserve de ciel étoilé en France. Et en fait, on est en train de l'agrandir, cette réserve de ciel étoilé. Donc on est plusieurs personnes qui vont voir un peu nos gouvernants, nos maires et tout ça pour dire, premièrement, on va faire l'économie, ce qui est quand même important sur un budget d'une ville, couper l'électricité de 23h à 6h du matin. Et puis deuxièmement, on peut peut-être arriver à faire que les Lourdais arrivent à observer. Alors on a eu des missions au niveau du club, les lycéens, ils sont partis avec une feuille de travail d'observation, et c'était l'époque où on voyait la constellation d'Orion, qui est une très belle constellation, même en plein centre-ville. Et en fait, ils l'ont observé
à 22h et il a observé à 23h30. Donc avec les lumières de la ville et sans les lumières de la ville. Et on voyait, mais c'est textuel, on voit beaucoup plus d'étoiles, même en plein centre-ville. Et même avec les lumières, il y a une galaxie qui est dans la constellation d'Orion, que l'on voit à l'œil nu. C'est un nuage, on voit quelque chose de très flou, c'est pas très net. Prenez un télescope, elle vous prend la totalité du champ de vision du télescope, et là vous voyez un truc, c'est exceptionnel. En fait, on voit cette galaxie parce qu'elle est éclairée par des étoiles qui sont derrière. Et quand je vous dis des étoiles qui sont derrière, c'est à des millions d'années-lumière de nous. C'est pas la porte à côté, c'est très très loin. Philippe Pouzet, vous êtes passionnant de vous entendre parler du ciel. Vous nous avez dit en première partie, vous êtes aussi au sein de cet établissement Saint-Joseph-Péramal, animateur en pastoral. Alors ça quand même, il y a certainement du lien. Quand on regarde la beauté de la création qui est dans le ciel, on peut s'empêcher aussi, on ne peut pas s'empêcher évidemment de parler du ciel. Comment dans votre mission d'animateur en pastoral, vous arrivez à faire le lien entre vos deux activités ? Alors justement, je ne mélange pas. Je ne mélange pas parce que c'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes réponses. Il n'y a qu'une seule fois où j'amène mes jeunes au planétarium pendant le cours de pastoral. C'est quand on parle de la création. Dans le cours de pastoral, on ouvre la Bible et on voit la Genèse. Le début, comment ça s'est passé en 7 jours. Et on essaye de comprendre pourquoi. En fait, la question fondamentale, là, dans le livre, c'est pourquoi. Dieu a créé le monde en 7 jours, mais pourquoi ? Donc on voit les origines, quand a été écrit ce texte, pourquoi il a été écrit, et qu'est-ce que voulait dire l'auteur, qui est un auteur inconnu. J'ai 1 heure là ou non ? Malheureusement, quelques minutes, mais vous revenez. On a sur Radio Présence plein de formats d'émissions pour parler de tout ça. Et donc l'idée après de les amener au planétarium, c'est de leur parler du comment s'est fait l'univers. Donc c'est pas les mêmes questions. Pourquoi et comment ? Pourquoi, quand tu ouvres la Bible, c'est que Dieu a créé le monde par amour pour l'homme. Donc il n'y a pas le Big Bang dans la Genèse. Il n'y a pas de Big Bang. Il n'y a pas de Big Bang, effectivement. Par contre, il y a un Big Bang dans l'astrophysique. Ah, c'est voilà. Ça. Bon, mais c'est absolument passionnant. C'est complémentaire surtout. C'est complètement. Alors, je ne mélange pas, mais un homme, il peut être à la fois un homme religieux et un homme de science. Tout à fait. Mais j'ai des amis qui sont scientifiques et qui sont mordicus scientifiques. Ils ne leur parlent pas de foi, ça n'a rien à voir. Et parfois, ils se posent des questions de foi sur des événements de leur vie propre. Voilà. Et ça, c'est autre chose. C'est un autre chemin. C'est un chemin plus personnel. Et la foi, c'est personnel aussi. Tu peux la vivre personnellement. Mais tu peux, comme l'astronomie, la communiquer. La foi. Et quel est le prochain rendez-vous avec l'Astro-Club Lourdes ? Eh bien, on a la fête de la science qui se déroulera donc le samedi 12 octobre. On a des séances de planétarium qui nous permettent de réfléchir, parce que le thème c'était Océan des savoirs, et il fallait qu'on réfléchisse sur l'eau. Alors l'eau sur Terre, oui, mais ça valait pas une séance de planétarium. Donc on s'est posé la question, et c'est les jeunes qui ont travaillé cette séance. L'eau, où est-ce qu'elle est présente dans notre système solaire ? Y a-t-il de l'eau ailleurs que sur Terre ? Non, vous n'aurez pas la réponse. Voilà, il faut regarder sur ça. Il faut venir à la fête de la Vous science. avez compris. Voilà une idée de sortie de week-end. Bon, on peut pas s'empêcher de vous demander un petit conseil. Souvent, les enfants sont très attirés. Il faut acheter un télescope aux enfants qui sont intéressés. Comment on s'initie quand même à l'astronomie quand on veut débuter, pour les enfants mais même pour les grands d'ailleurs. Oui, vous pouvez acheter un télescope, rapport qualité-prix, vous pouvez avoir de très très bons trucs. Je fais pas la publicité, mais il y a un moment donné, on a des télescopes, le plus petit c'est 90 mm, donc c'est 9 mm de diamètre, c'est pas génial. Et le plus gros, on a 355 mm jusqu'au 408 mm de diamètre. Ça, c'est ce que vous avez au club. Quand vous regardez des images, ou quand vous observez, mais même la Lune, sur 406 mm, c'est waouh. Et quand vous achetez un petit télescope, voilà, ce que je leur dis, il faut partir avec une image brute, c'est-à-dire surtout pas regarder sur Internet ce qu'ils vont observer. Parce que c'est des images de Hubble, c'est des images de gros satellites, parfois c'est travaillé. Non, il faut voir, au télescope c'est noir et blanc. Hein. Alors c'est ça. Voilà l'expérience qu'il faut venir faire au sein du planétarium numérique de l'Astro-Club Lourdes, le seul dans un établissement scolaire. Puis en plus, j'ai entendu qu'il y avait des fauteuils qui pouvaient s'allonger, etc. Donc voilà, en tout cas, une belle séance. Merci Philippe Pouzet d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir. Vous nous donnerez des nouvelles si vous êtes d'accord de l'actualité de l'Astro-Club Lourdes. Et puis évidemment, on s'intéresse à la fête de la science et toutes les occasions sont belles pour avoir toujours la tête dans les étoiles. Oh, tout à fait. On se dit à la semaine prochaine ?
À bientôt. Allez, Sûrement. à Au bientôt. revoir. L'heure de pointe, David Torchala.